Nous allons commencer cette cérémonie hommage à la mémoire de Dominique Vénère. Nous allons commencer tout simplement et symboliquement en allumant une bougie à sa mémoire. Dominique Vénère a souhaité une cérémonie avec une grande sobriété. Néanmoins, quelques éléments symboliques sont représentés. Le drap rouge, symbole du combat. Une couronne de feuilles de chêne, symbole de la persistance au-delà de la mort. Et 3 étendards qui représentent la Lorraine, les origines paternelles de Dominique Vénère, la Provence, les origines maternelles de Dominique, et la Normandie, terre où il s'est installé de nombreuses années et où il aimait tant chasser, notamment en forêt de Lyons. Cette cérémonie d'hommage, un certain nombre de personnalités vont venir lui rendre hommage à ce pupitre et nous allons enchaîner peut-être lecture de chants et quelques chants qui sont choisis par lui et qui étaient placés sur votre chaise en arrivant. Les chants seront chantés bien évidemment debout. La première intervention, il s'agit de Bernard Lugan. Et nous devions de rappeler et de relire avec vous la lettre qu'il a laissée dans sa poche de veston ce 21 mai 2013 à 14h42. Précision notable de M. Lugan, c'est un hommage, pas d'applaudissements bien évidemment à chacune des interventions. Merci. Je vais vous lire la lettre de Dominique qu'il nous a laissée et dans laquelle il explique le sens de son sacrifice. Je précise tout de suite, pour l'avoir vu et avoir parlé avec lui longuement dans les dernières semaines, que contrairement à des bruits que certains, mal informés, veulent faire courir, Dominique Vénère n'était pas malade. Il le dit dans sa lettre. Je le cite, c'est Dominique Vénère qui parle. « Je suis sain de corps et d'esprit, et suis comblé d'amour par ma femme et mes enfants. J'aime la vie et n'attends rien au-delà, sinon la perpétuité de ma race et de mon esprit. Pourtant, au soir de cette vie, devant des périls immenses pour ma patrie française et européenne, je me sens le devoir d'agir tant que j'en ai la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. J'offre ce qui me reste de vie
dans une intention de protestation et de fondation. Je choisis un lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre-Dame de Paris, que je respecte et admire, elle qui fut édifiée par le génie de mes aïeux sur des lieux de culte plus anciens, rappelant nos origines immémoriales. Alors que tant d'hommes se font les esclaves de leur vie, mon geste incarne une éthique de volonté. Je me donne la mort de façon militaire afin de réveiller les consciences assoupies. Je m'insurge contre la fatalité. Je m'insurge contre les poisons de l'âme visant à détruire, par exemple, la famille, ultime pilier de notre civilisation menacée. Alors que je défends l'identité de tous les peuples chez eux, je m'insurge contre l'entreprise criminelle visant au remplacement de nos populations pour nous anéantir. Le discours dominant ne pouvant sortir dans ce domaine de ces ambiguïtés toxiques, il appartient aux Européens d'en tirer les conséquences. À défaut de posséder une religion identitaire à laquelle nous amarrer, nous avons en partage depuis Homère une mémoire propre, dépôt de toutes les valeurs sur lesquelles refonder notre future renaissance spirituelle et historique. Je demande pardon par avance à tous ceux que ma mort fera souffrir, et d'abord à ma femme, à mes enfants et petits-enfants, ainsi qu'à mes amis et fidèles. Mais une fois estompé le choc de la douleur, je ne doute pas que les uns et les autres comprendront le sens de mon geste et transcendront leur peine en fierté. Je souhaite que cela se concerte pour durer. Ils trouveront dans mes écrits récents la préfiguration de mon geste. Un extrait de Le choc de l'histoire. L'Iliade n'est pas seulement le poème de la guerre de Troie. C'est celui de la destinée telle que la percevaient nos ancêtres boréens, qu'ils soient grecs, celtes, germains, slaves ou latins. Le poète y dit la noblesse face au fléau de la guerre. Il dit le courage des héros qui tuent et meurent. Il dit le sacrifice des défenseurs de la patrie, la douleur des femmes, l'adieu du père à son fils qui le continuera, l'accablement des vieillards. Il dit bien d'autres choses encore, l'ambition des chefs, leur vanité, leur querelle. Il dit encore la bravoure et la lâcheté, l'amitié, l'amour et la tendresse. Il dit le goût de la gloire qui tire les hommes à la hauteur des dieux. Ce poème, où règne la mort, dit l'amour de la vie, et aussi l'honneur, placé plus haut que la vie et qui rend plus fort que les dieux. Un retour sur la vie de Dominique Vénère avec Philippe Conrad. D'autres vont évoquer l'homme d'action, le militant ou le penseur. C'est l'historien que pour ma part je retiendrai, puisque j'ai sur ce terrain longtemps collaboré avec lui. Auteur de nombreux ouvrages, fondateur et directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire, Dominique n'était pas un historien classique. Il avait certes le plus grand respect pour la recherche de type universitaire, mais lui reprochait sa trop grande spécialisation, son indifférence vis-à-vis du grand public cultivé,
son incapacité à proposer des synthèses d'envergure et parfois son conformisme idéologique. Lui qui n'était venu que tardivement à l'histoire, après s'être intéressé initialement à celle des armes et des conflits, fut toujours porté par une curiosité insatiable, la volonté de comprendre et le souci d'imaginer constamment ce qu'avaient pu être les représentations et les motivations des divers protagonistes des grands événements du passé. Désireux de faire éclater les cadres artificiels qui structurent classiquement la démarche historienne, il a porté un regard tout à fait neuf sur le passé et spécialement sur le nôtre. À propos du tragique XXe siècle, il s'est très vite affranchi de l'histoire écrite par les seuls vainqueurs des divers conflits, sans opposer cependant à l'historiquement correct que nous connaissons bien une lecture tout autant partiale ou idéologique. On le constate notamment dans le cas de ses ouvrages consacrés à la résistance, à la collaboration ou à De Gaulle. Concernant le siècle dernier, il a mis en lumière l'importance du grand basculement de 1914, point de départ du grand suicide européen et de la terrible guerre de 30 ans dont nous subissons encore aujourd'hui les effets délétères. Après s'être opposé au finalisme marxiste et au sens de l'histoire à la mode soviétique, il s'est insurgé contre les illusions et les mensonges de la bien-pensance et a su mettre en lumière les effets mortifères de l'hégémonie libéralo-américaine. Remontant bien au-delà de notre époque contemporaine, il a su dénoncer l'aveuglement entretenu à propos du Moyen-Âge, en y distinguant à juste raison la magnifique période de genèse de la nouvelle Europe née des grands bouleversements qui ont marqué la fin de l'Antiquité. Contre la vision classique d'une France assimilée à l'État qui est censé l'avoir construite, il demeurait convaincu que les peuples préexistaient aux États et se méfiait de ceux-ci, en insistant notamment sur ce qu'avaient été les résistances à l'instauration de la monarchie absolue, en insistant sur le devoir de révolte, cher à une noblesse jalouse de ses libertés. Il a surtout répété que, au-delà des histoires nationales forgées au XIXe siècle sur la base des téléologies que nous connaissons bien, c'est l'unité de la civilisation européenne qui doit être mise en avant. Une Europe confrontée à un monde redevenu dangereux, alors qu'elle a perdu ses repères identitaires. Attaché aux grands mythes fondateurs des diverses traditions de notre ancien monde, Dominique a été convaincu que seule une révolution culturelle d'envergure pouvait rendre aux Européens la conscience identitaire qui leur manque. Après lui, nous allons poursuivre sur la voie qu'il a tracée pour réaliser la reconquête des esprits et des âmes indispensable au réveil de nos peuples. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons entonner à sa demande la petite piste, lancée par deux jeunes filles. Traversant la
hommage de Jean-Yves Le Gallou sur un message politique et un message mémoriel. En accomplissant son geste sacrificiel, Dominique Venner nous a laissé deux messages. Un message politique et un message mémoriel. Un message politique. Sur son blog, le matin même de sa mort volontaire, Dominique Venner appelait à combattre la détestable loi Taubira. Et plus catastrophique encore, le grand remplacement de population dénoncé par l'écrivain Renaud Camus. Il invitait ceux qui manifestent à joindre la défense de la famille et des lois naturelles à la défense du peuple. Il rappelait que la famille et la patrie sont intimement liées. Il nous appelait à sortir des ambiguïtés toxiques du discours dominant. Et donc, à retrouver le chemin de la radicalité, c'est-à-dire du refus du compromis avec ce qui est inacceptable. Une radicalité que nos frères européens redécouvrent aujourd'hui, à Londres et à Athènes, à Rome et à Stockholm, à Budapest et à Anvers. Ce message politique, chacun d'entre nous aura à cœur de le mettre en œuvre dès demain, quand il reprendra son poste de combat ou de résistance, devant son ordinateur, à son travail, dans son quartier, dans l'école de ses enfants ou dans la rue. Méditons la phrase d'Hector dans l'Iliade. « Il n'est qu'un bon présage, c'est de combattre pour sa patrie. » Dominique Venner n'a pas laissé qu'un message politique. Il a aussi laissé, et je crois que c'était essentiel pour lui, un message mémoriel. Il nous a conviés à un retour aux sources, à une renaissance intellectuelle et morale. Voilà pourquoi il a choisi, pour son suicide avertissement, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lieu hautement symbolique, édifié par le génie de mes aïeux, nous dit-il, sur des lieux de culte plus anciens, rappelant nos origines immémoriales. Il nous invitait, nous qui, comme lui, sommes attachés à notre patrie française et européenne, à nous amarrer à notre mémoire propre, que nous avons en partage depuis Homère. Au moment de quitter la vie, dans un monde déraciné et dévitalisé, Dominique Venner est resté fidèle au De Virus Illustribus de sa jeunesse. Mais c'est aussi un retour aux humanités qu'il appelle, par les textes, par les arts et par la tenue. C'est le discours d'un éveilleur de peuple qui a mis la peau au bout de ses idées. Dominique Venner nous a aussi, je cite, « invités à nous concerter ». Compagnons de son dernier repas, Philippe Conrad, Bernard Lugan et moi-même, nous prendrons des initiatives pour perpétrer sa mémoire et la longue mémoire européenne. Écoutons le chant d'Hélène dans l'Iliade. Zeus nous a fait un dur destin afin que nous soyons plus tard chantés par les hommes à venir. Lors d'un prochain solstice d'été,
nous irons au sommet du mont Olympe pour poser un acte de fondation. Sempre avanti. La mort de Dominique Vénère n'est pas une fin, mais un commencement. Hommage d'Henri de Lesquen. Chers amis, chers camarades de combat, le sacrifice de Dominique Vénère est un appel à l'action pour la France et l'Europe. La déclaration qu'il nous a laissée est claire. Il nous dit, devant des périls immenses pour ma patrie française et européenne, je me sens le devoir d'agir tant que j'en ai encore la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. J'offre ce qui me reste de vie dans une intention de protestation et de fondation. Et encore, je me donne la mort afin de réveiller les consciences assoupies. Je m'insurge contre la fatalité. C'est donc à chacun d'entre nous, nous dit-il, de faire son devoir, d'assumer son destin là où il est. Il nous faut tout d'abord prendre conscience de la gravité de l'état de notre patrie. Il nous faut ensuite agir pour la sauver et faire en sorte que tous ensemble, nous réussissions. C'est une question de courage, certes, mais aussi d'intelligence politique. Dominique Vénère a fait le lien, dans ses dernières paroles, entre le mariage homosexuel et l'immigration, évoquant non seulement la manifestation contre le mariage homosexuel, mais le grand remplacement qui est en cours et qu'il nous faut arrêter. Notre combat est global parce que l'ennemi est mondial. Qu'il s'agisse de l'immigration, du mariage homosexuel et de la famille, mais aussi de la supranationalité, du libre-échangisme, du non-art dégénéré, de l'américanisation de notre culture, du déclin de la langue française. Ce ne sont pas des combats séparés. Tout est lié. Tout est lié car le cosmopolitisme porté par la superclasse mondiale veut faire disparaître à la fois les frontières physiques des peuples et les frontières spirituelles, les frontières de l'âme que sont les traditions. Dominique Vénère nous a écrit « Je sais que vous comprendrez ». Oui, Dominique Vénère, nous vous comprenons et nous répondrons à votre appel jusqu'à notre dernier souffle. Les bouchons parisiens ont failli nous priver de l'honneur que nous fait l'abbé Guillaume de Tannward, par là-bas, de rendre à son tour un hommage à Dominique Vénère. Merci beaucoup de votre accueil. Je tenais effectivement, du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire du point de vue du prêtre catholique, à rendre hommage à Dominique Vénère et surtout à dire que ce que les catholiques ont pu écrire ici ou là sur ce geste ultime, ils l'ont dit ou écrit par méconnaissance de la personnalité réelle de Dominique Vénère. On a voulu parler de suicide, de désespoir, de profanation. En réalité, dans les textes
que nous laisse cet athée convaincu, et tellement convaincu, je vous avoue qu'il était assez difficile de parler avec lui de ces choses, je peux vous le dire, l'ayant expérimenté. Donc je ne cherche pas à le baptiser malgré lui, enfin, ou en tout cas, je ne cherche pas à je ne sais quelle récupération qui serait en l'espèce monstrueuse. Mais il y a deux mots qui sont très frappants dans les textes qu'il nous a laissés, et ces deux mots sont le mot espérance et le mot sacrifice. Ce sont deux mots qui sont, je ne vous le cache pas, deux mots chrétiens. Bien sûr, il les emploie, lui, en chevalier, comme disait Alain de Benoît à l'instant, en chevalier qui ne se résigne jamais, qui se bat jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, qui veut faire profit de tout, y compris de sa dernière seconde, pour exprimer quelque chose de grand. Je crois que c'est en ce sens qu'on peut parler d'espérance et de sacrifice chez celui que je pourrais qualifier d'athée antinihiliste. C'est difficile d'être athée antinihiliste. D'une certaine façon, au sens grec du terme, c'est héroïque. Héroïque de vouloir tout maîtriser jusqu'à la dernière seconde pour faire de sa vie le sacrifice que l'on souhaite en faire et pour en faire le signe d'espérance que l'on souhaite donner. Et pourtant, quand j'ai appris cette nouvelle qui vous a tous renversés, j'en suis sûr, cette nouvelle qui vous a tous bouleversés, je me suis dit, dans cette maîtrise, dans cette volonté de maîtrise, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait maîtrisé. Et c'est Notre-Dame. Aller choisir ce lieu, alors que d'autres lieux étaient possibles. Aller choisir ce lieu chrétien, même si Dominique Vénère a indiqué que ce lieu chrétien était auparavant un lieu païen. On ne le prendra jamais en flagrant délit d'incohérence, Dominique Vénère. Et ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je cherche à dire. Mais je dis néanmoins que de sa part, ce choix avait quelque chose d'un peu dérangeant. Et pour moi, en y réfléchissant, il me semble qu'il y a là comme un acte manqué, au sens où la psychanalyse parle d'acte manqué. Il y a comme un lapsus existentiel dans ce choix, malgré tout chrétien, où ce cœur rebelle se montre en quelque sorte rebelle, d'une manière insoupçonnée par lui, à sa propre idéologie ou à sa propre pensée, si vous voulez. Et c'est ce lapsus existentiel, c'est cet acte manqué que je voulais souligner, car malgré tout, se suicider à Notre-Dame, comme l'a fait Dominique Vénère, c'est passer par l'Église sans se renier. Il faut peser ces deux termes, passer par l'Église sans se renier. Je dois dire, et je dirais pour conclure, que
Alors que beaucoup de catholiques ont cru qu'il suffisait de traiter cet acte par le mépris, ce mépris d'ailleurs leur retombe dessus en quelque sorte, eh bien, le cardinal de Paris, Monseigneur 23, et son auxiliaire, Monseigneur de Moulin-Beaufort, se sont l'un et l'autre abstenus de tout commentaire et de tout jugement idéologique. Et je crois que c'est une belle chose à mettre, malgré tout, au crédit de cette Église qui avait fait si mal dans les années 60 à Dominique Vénère. Encore un extrait de Le choc de l'histoire. Concernant les Européens, tout montre selon moi qu'ils seront contraints d'affronter à l'avenir des défis immenses et des catastrophes redoutables qui ne sont pas seulement celles de l'immigration. Dans ces épreuves, l'occasion leur sera donnée de renaître et de se retrouver eux-mêmes. Je crois aux qualités spécifiques des Européens qui sont provisoirement en dormition. Je crois à leur individualité agissante, à leur inventivité et au réveil de leur énergie. Le réveil viendra. Quand ? Je l'ignore. Mais de ce réveil, je ne doute pas. Intervention et hommage de Javier Portela. Voilà donc qu'au temps de la grande mollesse, où nos seuls dieux s'appellent confort, loisir et commodité, au temps où tout se vaut et rien ne vaut rien, sauf l'argent et sa quête, voilà qu'en de tels temps, quelqu'un ôte sa vie pour affirmer tout le contraire, la beauté, la grandeur et la noblesse de notre destin. Le camouflet infligé à notre monde immonde est brutal. Les leçons multiples. Mais je tiens à en souligner une. Devant l'homme pantouflard, devant ceux lâches qui ne croient qu'à ce qui est utile, pratique et faisable, Dominique Vénère vient affirmer aussi bien la grandeur que la gratuité de son geste. Il avait de la classe, Dominique, cet aristocrate dans l'âme qui appartenait à la haute aristocratie secrète qu'il appelait de ses voeux. Or, voilà que contrairement aux petits bourgeois qui règnent aujourd'hui, les aristocrates sont, ou étaient, des gens capables d'accomplir des gestes aussi grands que gratuits, des gestes qui ne visent pas à l'efficacité tangible, concrète, mesurable. Des gestes qui ne sont qu'un signe, un symbole, un exemple. À suivre, et tant pis si on ne suit pas. Ils n'ont rien compris, les petits bourgeois qui font grief à Dominique Vénère d'un geste, prétendent-ils, qui ne sert à rien, n'a aucune utilité et donc aucun sens, concluent ces utilitaristes qui semblent croire que le sens se réduit à l'utile et à l'agréable. Ils n'ont pas compris que Dominique Vénère savait parfaitement que son geste n'allait pas changer le cours du monde d'une façon mesurable, immédiate. Ils n'ont pas compris qu'il visait tout autre chose,
la beauté, la noblesse d'un geste qui s'inscrit dans la longue durée et dont l'efficacité politique, si l'on tient au mot, ne peut se mesurer qu'en termes de semences, de germes à éclore. Et tant pis s'ils n'éclosent pas. Dulce decorum est pro patria mori, disait Horace. Doux, honorable, c'est pour la patrie mourir. Il disait aussi carpe diem. Saisis, jouis du jour qui passe. En se bornant au carpe diem, les enfants gâtés d'aujourd'hui, l'homo festivus dont parle Philippe Muret, croient avoir trouvé chez les pauvres Horace l'exaltation de leur hédonisme aussi misérable qu'égotiste. Leur hédonisme vulgaire, faudrait-il dire, pour l'opposer à l'hédonisme héroïque que proclame Horace, lui qui nous enjoint à jouir de notre vie mortelle et à être capable, s'il le faut, d'offrir cette même vie en défense de la patrie. À quelle patrie a offert sa vie cet autre grand hédoniste héroïque qu'était Dominique Vénère? La réponse se trouve dans ce livre. Il est mort pour notre patrie européenne, pour défendre les longs lignages de cette Europe en proie aujourd'hui à ses propres démons et à ceux qui découlent du grand remplacement que nos oligarques nous infligent. Dominique est mort pour l'Europe. Il est donc mort aussi pour la France, partie inextricable de l'Europe. Il n'y a nulle opposition, nulle contradiction entre nos peuples européens. Il n'y a qu'une foisonnante, riche diversité au sein du même esprit. Il est heureusement disparu le nationalisme chauvin qui, dans le siècle 1914, nous amenait à la perdition. Voilà encore l'une des grandes leçons que nous donne Dominique Vénère, cet Européen de la France. C'est fier de cette leçon, et en tant qu'Européen de l'Espagne, que je viens ici saluer la mémoire de Dominique Vénère, en même temps que j'apporte à vous tous, et en tout premier lieu à sa famille, à mon propre nom et au nom de tous les amis de l'autre côté des Pyrénées et de l'autre côté de l'Atlantique, notre salut ému. Un salut que je voudrais exprimer à la façon de ces phalangistes espagnols dont Dominique Vénère a bien souligné le meilleur de leurs rêves. Dominique Vénère, presente. Le tambour des Lansquenets. Et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des lansquenets. Que nous font insulter Orient, faïlala. Un jour viendra où les traîtres paieront, faïlala. Qu'ils freinent donc s'ils l'osent notre ascension grandiose, que rythment les hauts tambours des lansquenets. Qu'ils freinent donc s'ils l'osent notre ascension grandiose, que rythment les hauts tambours des lansquenets. Nous luttons pour notre idéal, faïlala, pour une Europe libre et impériale, faïlala, et à l'heure d'un
naît. Et à l'heure dernière, nous quitterons la terre au rythme des hauts tambours des lansquenets. Pour rester avec les amis européens, Gianluca Iannone d'Italie, avec son traducteur. Quando sono venuto a sapere del tragico gesto con cui Dominique Venner si è dato la morte volontaria, ho pensato che noi oggi siamo in qualche modo dei privilegiati. Da tempo mi ero convinto di vivere in un'epoca assolutamente povera, di una merce preziosissima, gli esempi. Lorsque j'ai appris le tragique geste par lequel Dominique Venner s'est donné la mort volontaire, j'ai immédiatement pensé que nous étions aujourd'hui, d'une certaine manière, des privilégiés. Depuis longtemps, je m'étais laissé convaincre de vivre dans une époque manquant cruellement de cette matière si précieuse, les exemples. Ho provato, lo confesso, un po' di invidia nei confronti dei nostri padri, vissuti in epoche in cui, guardandosi attorno, si potevano ancora trovare esempi di retto vivere e di buona morte. Credevo che questo, per la mia generazione e per quelle che sono venute dopo, non fossero più attingibili, se non nei libri di scuola. In quest'epoca vile, invece, Dominique Venner ci ha reso dei privilegiati perché ci ha donato la possibilità di contemplare ancora un esempio. J'éprouvais, je le confesse, un peu de jalousie envers nos pères, qui ont connu une époque où l'on trouvait encore des exemples de rectitude et de belles morts. Je croyais que pour ma génération et celle à venir, ces exemples ne subsisteraient que dans les livres d'histoire. Dans cette époque vile, Dominique Venner nous a pourtant rendus privilégiés, en nous donnant la possibilité de contempler une fois encore un exemple. Questo ovviamente ci pone anche nella difficile posizione di chi di questo esempio deve essere all'altezza nell'impegno quotidiano. Venner ci riporta di fronte a noi stessi, ci impone l'impietoso confronto con uno stile e con un rango che non può essere raggiunto solo con le chiacchiere. È un fardello pesante, che tuttavia assumiamo su noi stessi, per la parte che ci spetta, con onore et responsabilità. Ceci, évidemment, nous met dans une situation difficile. Notre vie quotidienne devant dorénavant être à la hauteur de cet exemple. La noblesse du geste de Dominique Venner nous place face à nos responsabilités. C'est un fardeau pesant qu'il nous faudra porter avec honneur et responsabilité. È un fardello che è imperativo portare, perché non possiamo fare altrimenti. Lasciarlo in un angolo e andandocene fischiettando significherebbe solo arrendersi alla logica della fatalità, la stessa logica contro la quale Venner è insorto con un gesto, come ha spiegato, di protesta, ma soprattutto di fondazione. Un fardeau qu'il est impératif de porter. Nous ne pouvons faire autrement. L'abandonner dans un coin en l'ignorant serait céder à cette logique de la fatalité, cette même logique contre laquelle Dominique Venner s'est insurgé par son sacrifice. Un sacrifice qui se veut protestation, mais avant tout un acte de fondation. E se c'è fondazione significa che c'è un confine. Se c'è un confine significa che occorrono delle sentinelle. Se servono sentinelle, chiunque abbia orecchie per ascoltare l'eco di quel gesto esemplare è chiamato a fare questo passo avanti e dichiararsi pronto a presidiare la propria postazione. S'il y a fondation, il existe aussi des frontières. S'il y a une frontière, cela signifie qu'il nous faut des sentinelles. S'il faut 10 sentinelles, que ceux qui ont des oreilles pour entendre l'écho de ce geste exemplaire fassent un pas en avant en se déclarant prêts à défendre nos positions. Sono Gianluca Iannone, rappresento 5.000 volontari europei di lingua italiana e sono qui per ribadire quello che abbiamo scritto sui muri di tutta Italia. Onore a Dominique Venner, samurai d'Occidente, in alto i cuori. Je suis Gianluca Iannone et je représente 5000 volontaires européens de langue italienne.
Et je suis ici pour réaffirmer devant vous ce que nous avons déjà écrit sur les murs à travers toute l'Italie. Honneur à Dominique Vénère, samouraï d'Occident, haut les cœurs. Encore un extrait, cette fois du Le cœur rebelle. Comment peut-on être rebelle aujourd'hui ? Comment peut-on être rebelle aujourd'hui ? Je me demande surtout comment on pourrait ne pas l'être. Exister, c'est combattre ce qui me nie.
Être rebelle, ce n'est pas collectionner des livres impies, rêver de complots fantasmagoriques ou de maquis dans les Cévennes. C'est être à soi-même sa propre norme, s'en tenir à soi, quoi qu'il en coûte, veiller à ne jamais guérir de sa jeunesse, préférer se mettre tout le monde à dos que de se mettre à plat ventre, pratiquer aussi, en corsaire et sans vergogne, le droit de prise, piller dans l'époque tout ce que l'on peut convertir à sa norme, sans s'arrêter sur les apparences. Dans les revers, ne jamais se poser la question de l'inutilité d'un combat perdu. Hommage d'Alain de Benoît. Mesdames, Messieurs, chers amis, les raisons de vivre et les raisons de mourir sont bien souvent les mêmes. Tel était le cas, indéniablement, pour Dominique Venner, dont le geste a cherché à mettre en accord profondément sa vie et sa mort. Il a choisi de mourir de la manière qui, disait-il, constituait l'issue la plus honorable en certaines circonstances, et en particulier lorsque les mots deviennent impuissants à décrire, à exprimer ce que l'on ressent. Dominique Venner est mort finalement comme il avait vécu, dans la même volonté, dans la même lucidité, et ce qui frappe le plus tous ceux qui l'ont connu, c'est de voir à quel point toute sa trajectoire d'existence se situe dans une ligne à la fois claire et droite, une ligne parfaitement rectiligne, d'une extrême droiture. Le geste accompli par Dominique Venner est évidemment un geste dicté par le sens de l'honneur. L'honneur au-dessus de la vie. Et même ceux qui, pour des raisons personnelles ou autres, réprouvent le suicide, même ceux qui, contrairement à moi, ne le trouvent pas admirable, doivent avoir du respect pour son geste, car on doit avoir du respect pour tout ce qui est accompli par sens de l'honneur. Je ne vous parlerai pas de politique. En juillet 1967, Dominique Venner avait définitivement rompu avec toute forme d'action politique. Il regardait en observateur attentif la vie politique et il faisait connaître, bien entendu, son sentiment. Mais je crois que l'essentiel pour lui était ailleurs et beaucoup de choses qui ont déjà été dites aujourd'hui le montrent à foison. Au-dessus de tout, Dominique Venner plaçait l'éthique. Et cette considération première était déjà la sienne lorsqu'il était un jeune activiste. Elle est restée la sienne lorsque, peu à peu, le jeune activiste s'est mué en historien méditatif, comme il le disait. Si Dominique Venner s'intéressait tellement aux textes homériques, dans lesquels il voyait les textes fondateurs de la grande tradition immémoriale européenne, c'est que l'Iliade et l'Odyssée, c'est d'abord l'éthique. Les héros de l'Iliade ne délivrent aucune leçon de morale. Ils donnent des exemples éthiques. Et l'éthique est indissociable, bien sûr, d'une esthétique. Dominique Venner ne faisait pas partie de ceux qui croient que le bien détermine le beau. Il était de ceux qui pensent que le beau
détermine le bien. Il croyait en l'éthique et les jugements qu'il portait sur les hommes, ce n'était pas tant en fonction de leurs opinions ou de leurs idées, mais en fonction de leur plus en moins grande qualité d'être, et d'abord de cette qualité humaine par excellence qu'il résumait en un mot, la tenue. La tenue qui est une façon d'être, une façon de vivre et une façon de mourir. La tenue qui est un style, ce style dont il avait si bellement parlé dans Le Cœur rebelle, son livre paru en 1994, et bien sûr aussi dans tous ses ouvrages, mais je pense plus particulièrement au livre qu'il avait publié en 2009 sur l'écrivain allemand Ernst Jünger. Et dans ce livre, Dominique disait très clairement que si Jünger nous donne un grand exemple, ce n'est pas seulement par ses écrits, mais c'est aussi parce que cet homme qui eut une vie si longue, Jünger est mort à 103 ans, qu'il n'a jamais failli aux exigences de la tenue. Dominique Venère était un homme secret, attentif et exigeant, et d'abord exigeant de lui-même. Il avait intériorisé en quelque sorte toutes les règles de la tenue. Ne jamais se laisser aller, ne jamais se répandre, ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre, car la tenue appelle et va à paix avec la retenue. Évidemment, lorsque l'on évoque ces choses, on risque d'apparaître aux yeux de beaucoup comme l'habitant d'une autre planète. À l'époque des smartphones et de Virgin Megastore, parler d'équanimité, de noblesse de l'esprit, de hauteur de l'âme, de tenue, c'est là employer des mots dont le sens même échappe à beaucoup. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les Béotiens et les Lilliputiens qui rédigent ces bulletins paroissiaux de la bien-pensance que sont devenus les grands médias aujourd'hui ont été incapables pour la plupart de comprendre le sens même de son geste qu'ils ont essayé d'expliquer par des considérations médiocres. Dominique Venère n'était ni un extrémiste, ni un nihiliste, et surtout pas un désespéré. Les réflexions sur l'histoire auxquelles il s'était livré pendant si longtemps l'avaient amené au contraire à développer un certain optimisme. Ce qu'il retenait de l'histoire, c'est qu'elle est imprévisible et qu'elle est toujours ouverte, qu'elle fait les hommes, mais que la volonté des hommes l'a faite également. Dominique Venère récusait toutes les fatalités, toutes les formes de désespoir. Je dirais, paradoxalement, parce qu'on ne l'a pas suffisamment remarqué, que son désir de se donner la mort était une façon de protester contre le suicide. Une façon de protester contre le suicide de l'Europe auquel il assistait depuis tant de temps. Dominique Venère ne supportait tout simplement plus de voir l'Europe qu'il aimait, sa patrie, sortir peu à peu de l'histoire, oublieuse d'elle-même, oublieuse de sa mémoire, de son génie, de son identité, vidée en quelque sorte de cette énergie dont pendant tant de siècles elle avait su faire preuve. C'est parce qu'il ne supportait plus ce suicide de l'Europe que Dominique Venère lui a opposé le sien, qui lui n'était pas un suicide d'affaissement, de démission,
mais au contraire un suicide d'espérance. L'Europe, disait Dominique, est en dormition. Il a voulu la réveiller. Il a voulu, comme il le dit, réveiller les consciences assoupies. Il faut donc être très clair sur ce point. Il n'y a aucun désespoir dans le geste de Dominique Vénère. Il y a un appel à agir, à penser, à continuer. Il dit « Je donne, je sacrifie ce qui me reste de vie » dans un acte de protestation et de fondation. C'est ce mot de fondation, je crois, qui doit être retenu, ce mot de fondation qui nous a été légué par un homme dont le dernier souci a été de mourir debout. Dominique Vénère n'était pas non plus un nostalgique, mais il était un véritable historien qui s'intéressait bien sûr au passé en vue de l'avenir. Il ne faisait pas de l'étude du passé une consolation ou un refuge. Il savait simplement que les peuples qui oublient leur passé, qui perdent la conscience même de leur passé, se privent par là même d'un avenir. L'un ne va pas sans l'autre. Le passé et l'avenir sont deux dimensions de l'instant présent, mais pas n'importe lesquelles, des dimensions de profondeur. Et dans cette démarche, Dominique Vénère se soutenait, bien sûr, d'un certain nombre de souvenirs et d'images. Il avait le souvenir des héros et des dieux homériques. Il avait le souvenir des vieux Romains, de ceux qui l'ont précédé dans la voie de la mort volontaire, Caton, Sénèque, Régulus, tant d'autres. Il avait en mémoire les écrits de Plutarque et les histoires de Tacite. Il avait en tête le souvenir de l'écrivain japonais Yukio Mishima, dont la mort, à tant d'égards, ressemble tellement à la sienne, et ce n'est certes pas un hasard si le dernier livre qu'il aura publié, livre qui va paraître d'ici quelques semaines, publié par Pierre-Guillaume Deroux, s'appelle « Un samouraï d'Occident ». Un samouraï d'Occident. Et dans les images, sur la couverture de ce livre, Un samouraï d'Occident, on voit une image, une estampe, une gravure célèbre. Le chevalier, la mort et le diable, de Dürer. Cette gravure, Dominique Vénère l'a choisie à dessein. C'est à ce personnage du chevalier que Jean Cau, il y a quelque temps, avait consacré un livre admirable qui portait d'ailleurs ce titre, Le chevalier, la mort et le diable. Dans l'une de ses toutes dernières chroniques, rédigée quelques jours à peine avant sa mort, Dominique Vénère a précisément écrit un texte d'hommage à ce chevalier qui, dit-il, chemine et cheminera, continuera toujours de cheminer vers son destin, vers son devoir, entre la mort et le diable. Et Dominique Vénère, dans cette chronique, relevait un anniversaire. C'est en 1513, il y a très exactement 500 ans, que Dürer a gravé cette estampe, le chevalier, la mort et le diable. Et cette insistance m'a donné, personnellement, une idée que tout le monde... J'ai eu un geste que tout le monde peut faire, très simple. Je suis allé voir
les dates de naissance et de mort de Dürer, l'homme qui a gravé, il y a très exactement 500 ans, le chevalier, la mort et le diable, et je me suis aperçu que Dürer était né en 1471, qu'il était né le 21 mai 1471. Dürer est né un 21 mai. Dominique Vénère a choisi de mourir un 21 mai. Si c'est une coïncidence, elle est extraordinaire. Mais on n'est pas forcé de croire aux coïncidences. Voilà ce que je voulais vous dire en souvenir de Dominique Vénère qui maintenant est parti dans une grande chasse sauvage, dans un paradis où l'on voit voler les oies sauvages. Ceux qui l'ont connu, et moi, je le connaissais depuis 50 ans, ceux qui l'ont connu se disent sans doute qu'ils ont perdu un ami. Je crois qu'ils ont tort. Je crois que depuis le 21 mai 2013 à 14h42, ils peuvent savoir au contraire qu'il sera désormais nécessairement toujours là. Toujours là aux côtés des cœurs rebelles et des esprits libres, confrontés depuis toujours à l'éternelle coalition des Tartuffes, des Trissotins et des Torquemada. Nous terminons cette cérémonie hommage avec un chant très difficile, mais indispensable dans cette situation. J'avais un camarade. J'avais un camarade de meilleur, il n'en est pas. Dans la paix et dans la guerre, nous allions comme des frères, marchant d'un même pas, marchant d'un même pas. Mais une balle siffle, qui de nous sera frappé? Le voilà qui tombe
La cérémonie d'hommage se termine sur ce chant. Un très grand merci aux intervenants qui ont souhaité rendre hommage publiquement à Dominique Vénère. Je suis le messager de la famille, sa femme Clotilde et de ses enfants, et qui vous remercie infiniment des soutiens qu'ils ont reçus dans les jours qui ont suivi le sacrifice de Dominique Vénère. Dominique Vénère est avant tout un mari pour Clotilde, un père pour ses enfants, mais il était aussi un homme public. C'est la raison pour laquelle cette cérémonie hommage a été organisée, je dirais un peu rapidement et au pied levé, vu les circonstances. J'en appelle très sincèrement à votre aide, puisque vous vous doutez bien que réserver une salle pareille la veille, c'était très difficile et certains se sont engagés personnellement pour que cet hommage ait lieu. D'où le petit message que vous avez reçu à l'entrée, afin d'aider ces compagnons fidèles qui se sont engagés dans cette cérémonie hommage. Je vous remercie infiniment. Merci de nous aider. J'ai un peu l'air d'insister, mais c'est extrêmement important. Merci d'être venus. Nous allons nous quitter en repassant le petit film hommage. Et le combat continue.
interdit et nous lever et applaudir définitivement et une seule fois Dominique Vénère.